Bienvenue si vous nous rejoignez pour une soirée européenne décidément pleine de surprises. La recomposition politique au niveau français et européen est inéluctable. De nouvelles forces ont émergé, europhiles au centre et parmi les défenseurs de l'environnement, europhobes à l'extrême droite. La poussée des populistes est une réalité, mais pas toujours où on l'attendait. Tout de suite, un petit tour d'horizon, à la fois français, puis des projections aussi européennes. Et vous découvrez ces projections. Nous serons en mesure dans un quart d'heure de vous donner des résultats partiels officiels. On va donc revoir ce camembert où on le constate, le prochain Parlement européen sera une nouvelle fois dominé par le Parti populaire européen, le PPE, qui remporte 177 sièges. C'est 44 de moins que lors de la dernière mandature. Un net recul qui concerne également les socialistes et les démocrates qui atteignent 147 sièges. Là aussi, 44 sièges de recul, c'est énorme. Ceux qui en profitent ce soir, ce sont bien sûr les Verts, 70 sièges, plus 20 par rapport à 2014. Le nouveau groupe, composé de La République en marche avec les démocrates et libéraux en Europe, culmine lui au-dessus de la barre des 100 sièges. Vous le découvrez, 101. Et on scrutera, bien sûr, Caroline, l'ampleur de la vague populiste emmenée notamment par Matteo Salvini qui a créé une nouvelle alliance, l'Alliance de l'Europe des nations et des libertés, que plusieurs groupes pourraient rejoindre dans les tout prochains jours. Et bien entendu, nous sommes toujours en liaison avec nos correspondants. Vous le voyez, nos correspondants à Bruxelles, à Berlin, à Budapest, à Londres, à Madrid. Et nous sommes bien sûr en liaison avec eux en permanence pour essayer de vous donner une vision plus générale de cette Europe telle qu'elle se reconstruit à travers les élections européennes, pays par pays. Alors, nous accueillons de grands invités, de nouveaux invités. Aujourd'hui, Pierre Vimont, bonjour. Vous êtes chercheur à la Fondation Carnegie Europe. Vous êtes, je le rappelle, l'ancien secrétaire général exécutif du Service européen pour l'action extérieure. Vous connaissez tout aux affaires étrangères. Donc, à notre compagnie également, Guillaume Clossat. Vous êtes écrivain, président fondateur d'Europa Nova. Et puis, avec nous aussi, Robert Frank, professeur d'histoire et de relations internationales à Paris-Sorbonne 1, auteur de Être ou ne pas être européen, les Britanniques et l'Europe du 17e au Brexit. Alors, ça couvre une large période, mais ça nous inquiète beaucoup, effectivement, vous l'avez dit. Première question quand même, l'Europe de la prochaine mandature, est-ce qu'elle va être, et c'est vraiment la question de ce soir, est-ce qu'elle va être en position de force pour peser dans un monde qui est décidément dominé par les États-Unis, la Chine, la Russie, dont on dit qu'elle a d'ailleurs beaucoup interféré avec ces élections européennes, Pierre Vimont? Ces élections traduisent une situation qui existait déjà avant, si vous voulez. Les populistes, déjà depuis un certain temps, se font entendre. À l'évidence, ils ont attiré l'attention à la fois du président américain, des Chinois, du président russe. Et donc, ce que l'on voit aujourd'hui n'est que la traduction arithmétique et parlementaire d'une situation géopolitique qui est déjà là depuis un certain temps. Donc, je dirais que cette réalité-là, les dirigeants européens la connaissent déjà. Ils savent que ça affaiblit incontestablement la position de l'Union européenne et que ce qui va se passer maintenant pendant les prochains mois et les prochaines années, les nominations qui vont intervenir à la tête de l'Union européenne, à la Commission européenne, à la présidence du Conseil européen, ces nominations-là devront tenir compte de cette réalité. Alors, je vous parlais de surprise. On continue en matière de surprise, puisque à la suite des résultats en Grèce, des résultats qui ne sont pas satisfaisants pour le parti du Premier ministre Syriza, il appelle à des élections législatives anticipées. Il est donc arrivé deuxième derrière Nouvelle Démocratie. Donc, c'est un renversement de l'histoire. Il avait battu ce parti avec son parti tout nouveau de gauche radicale. Guillaume Clossat, décidément, on voit bien une scène politique aussi très fragilisée. Enfin, pardon, mais Tsipras n'était pas obligé d'appeler à de nouvelles élections parce que si chaque fois qu'un parti arrive second, soit le président démissionne, soit il appelle à de nouvelles élections, on n'y arrive plus. Donc je pense qu'il y a un rapport de force en fait en Grèce qui est un petit peu différent parce que si vous comptez les forces de gauche, elles sont majoritaires à quelques points devant les... Et il ne veut pas laisser de temps passer pour que la dynamique de Nouvelle Démocratie s'implante. La vérité, elle est là. C'est que lui considère qu'il a les cartes en main et que s'il veut rester au pouvoir, il doit provoquer des... Donc je serais un peu plus prudent sur la situation grecque. Ce que je voulais dire, c'est que si on regarde le monde tel qu'il est aujourd'hui, la vérité, c'est que le monde est gouverné par des populistes. Parce que quelque part, le président Trump est un populiste,
le Premier ministre indien est un populiste, le président brésilien est un populiste. Et quelle est la seule zone, finalement, qui échappe à ça? C'est l'Union européenne. Et ces élections contre vents et marées montrent que les populistes ne sont pas majoritaires dans l'Union européenne. Il faut le dire, si on regarde le vent de l'histoire, il nous est défavorable aujourd'hui. Et pourtant, nous résistons et nous résistons partout. Pour aller dans votre sens, la Ligue arrive ce soir, premier parti. Hein, ça, ce sont des sondages sortis des urnes. Et on l'apprend aussi, le Parti démocrate et le mouvement 5 étoiles sont au coude à coude pour la seconde place. C'est encore trop flou pour vous le dire. Voilà, Parti démocrate qui était enterré encore il y a quelques... Et le Parti social-démocrate néerlandais, rappelez-vous, on disait il y a 2 mois qu'il allait faire 3%. Il est arrivé en tête. Donc les dynamiques sont pas closes. Hein. Pour parler d'autres populistes, mais qui vous intéressaient, on part en direction de Londres, rejoindre notre correspondant Hervé Amoric. Effectivement, le Brexit parti de Nigel Farage est donné gagnant depuis des semaines maintenant, un tout nouveau parti dans ce paysage. Et aujourd'hui, finalement, on sait que c'est un parti qui doit siéger à peine quelques mois au Parlement européen, a priori. Et pour autant, il est en train de bouleverser quand même pas mal la donne et puis de marquer très très vite beaucoup de points. Si l'on croit en effet les derniers sondages pendant la campagne, le nouveau parti de Nigel Farage devrait infliger une défaite historique au principal parti de gouvernement, les conservateurs, et peut-être pour une première fois avoir une chance de changer la donne politique dans ce pays en avançant, en trouvant une véritable base électorale pour de futures législatives. Tout cela, il faut tout de même mettre un bémol puisque c'est exactement ce qu'avait fait Nigel Farage avec son ancienne formation UKIP qui avait remporté les élections de 2014. Il est vrai que la participation était de 35%. On s'intéressait assez peu aux européennes, mais il n'avait pas pu même se faire élire lui-même comme député lors des législatives suivantes. Donc on verra ce qui se passera de ce côté-là. Il est vrai qu'il y a beaucoup plus d'intérêt pour ces élections, en particulier parce que, bien sûr, elles sont considérées comme une forme de sondage d'opinion sur le Brexit et elles ont contribué à polariser la situation politique encore davantage ici dans ce pays. Et il est très clair que les partis conservateurs qui ne pensent qu'à une chose, la politique britannique n'a qu'une chose en tête en ce moment, c'est bien sûr qui sera le futur Premier ministre. Et ce qui sera intéressant dans ces élections, c'est de voir à quel point cette radicalisation, plutôt cette polarisation de la politique ici, a influencé le débat au sein de cette course au poste de Premier ministre. Il y a 8 candidats en lice pour l'instant et déjà, on voit que le discours a été radicalisé parmi certains d'entre eux. Alors, une petite réaction justement sur ce thème qui vous tient à cœur de ces perturbateurs britanniques des élections européennes, parce qu'il y a beaucoup de perturbations au Royaume-Uni, mais globalement, il participe quand même à ces élections européennes. Et surtout le succès de Farage, à nouveau, le succès de Farage. Le succès de Farage est spectaculaire. On peut l'expliquer parce qu'effectivement, les 2 partis dominants ont montré leur incapacité, à s'entendre, et le parti au pouvoir, le parti conservateur, a été incapable de faire le Brexit qui avait été voté par les électeurs. Mais il faut comprendre aussi que la crise britannique est extrêmement profonde. C'est pas Farage qui va régler le problème. Theresa May n'y a pas réussi. Les travaillistes ne sont pas en mesure. Si c'est Boris Johnson qui succède à Mme May, il n'est pas sûr non plus qu'il réussisse. L'impasse britannique et la crise britannique est bien plus profonde qu'on ne le croit. Certains Britanniques disent que la Grande-Bretagne n'a jamais été autant en crise que depuis le XVIIe siècle, depuis Cromwell. On n'a jamais vu ça. Donc je veux dire par là, ce Brexit a des conséquences extrêmement durables. Là, on a un symptôme. Il faut faire attention aux illusions d'optique. C'est vrai qu'il y a radicalisation, mais aussi radicalisation de l'autre côté. Il serait intéressant de savoir combien les libéraux-démocrates ont fait. Je veux dire, le Remain aussi, les gens du Remain se radicalisent également. On va regarder ça un peu plus tard dans la soirée. On part tout de suite en direction de La République En Marche, rejoindre Marion Gaudin, qui est notre envoyé spécial. La République En Marche, qui est en train de repartir de ce QG, mais globalement plutôt satisfaite. On nous a dit pas de remaniement en vue, pas de grands changements, pas de grands bouleversements. Et par contre, on va jouer dans la cour des grands en Europe. On va être les faiseurs de roi. On va décider
viser finalement des futurs grands postes. Est-ce que c'est le message qui vous a été délivré aujourd'hui, Marion ? Écoutez, ce qu'on retient ce soir, c'est que finalement, l'objectif n'est clairement pas atteint. Ce que voulait la liste Renaissance menée par Nathalie Loiseau, c'était arrivé première. C'est un échec en ce sens. En revanche, ici, on préfère voir le verre à moitié plein. On préfère rester positif. On salue notamment ce score très haut quand on compare notamment aux élections européennes de 2014, lorsque le parti au pouvoir, le Parti socialiste, à l'époque, lui, était arrivé troisième avec 14% des suffrages. Alors finalement, le score réalisé aujourd'hui par la liste Renaissance n'est pas si mal, et la conséquence de ce résultat en demi-teinte mais finalement optimiste, eh bien, c'est qu'il n'y aura pas de changement de cap, effectivement pas de remaniement ministériel à prévoir. Le Premier ministre Édouard Philippe, qui s'est exprimé également aujourd'hui depuis l'hôtel de Matignon, ne dit pas autre chose lorsqu'il dit qu'il va se remettre au travail tout de suite et qu'il a entendu le message des électeurs et notamment de tous les écologistes qui réclament plus de politique en faveur de l'environnement. Sur le plan national, donc pas de changement après 6 mois de crise. Alors, il a entendu le message, mais il veut intensifier l'acte 2 de son quinquennat. Hein. Donc, il a entendu le message, mais il n'en tient pas tellement compte, apparemment, Marion. Il promet d'intensifier effectivement l'acte 2 du quinquennat. Ce sont des sources de l'Élysée. C'est l'entourage d'Emmanuel Macron qui l'a déclaré aujourd'hui. On continue dans la même direction et on salue le score honorable de Nathalie Loiseau. Donc effectivement, l'idée, c'est de poursuivre sur la même ligne et donc de ne pas remettre en question la politique menée par Emmanuel Macron ces 2 dernières années. Et puis la politique européenne également, puisque vous le savez, Emmanuel Macron s'est fortement investi dans cette campagne. Il est très investi sur tout ce qui se passe au plan européen. Et dans ces conditions, eh bien, effectivement, il compte peser de tout son poids dans le prochain groupe parlementaire européen qui va être créé, un nouveau groupe qui va succéder à ALDE, le groupe des libéraux, et dans lequel la liste Renaissance aura une place de poids. Alors, un groupe, Guillaume Clossa, qui est crédité de plus de 100 sièges à ce stade. Le président, effectivement, s'est beaucoup impliqué dans la campagne. Est-ce que c'est parce qu'on avait choisi, finalement, une tête de liste qui était l'ancienne ministre des Affaires européennes qui a eu du mal, finalement, à entrer dans cette campagne? Est-ce que c'était une bonne stratégie de sa part? Parce que, finalement, cette certaine deuxième place lui revient aussi en boomerang. Je ne sais pas, moi ce que je sais c'est que globalement la France ne sort pas renforcée de cette élection puisqu'il y a plusieurs groupes. Les 2 grands groupes restent quand même et vont rester quand même les piliers du Parlement européen, le groupe social-démocrate et le groupe PPE, et dans ces 2 groupes les Français seront très très peu représentés. Alors on peut se réjouir que dans le groupe libéral et dans le groupe vert les Français soient bien représentés, mais ceux qui ont l'habitude du pouvoir, c'est cela. Et puis, deuxièmement, il y a des règles au Parlement européen, et les règles veulent qu'on donne les postes importants à des parlementaires chevronnés ou à des experts chevronnés et reconnus. Et là, si on regarde l'ensemble des listes françaises, c'est pareil. Il y a un nombre très faible de candidats qui se représentent. D'ailleurs, pas toujours les meilleurs, parce que la plupart des très très bons parlementaires français ont disparu de la scène. Il n'y a quasiment pas d'experts, ce qui est incroyable, parce que la France a une capacité à avoir des gens qui comptent et qui auraient pu prendre des commissions, ou qui auraient pu influencer. Et donc on s'est mis en situation de... remoblage mais c'est pas c'est pas que La République En Marche. C'est tous les partis qui ont une responsabilité là-dedans. Peut-être pas les Verts, mais ça pose un vrai problème à notre influence, parce que le Parlement européen est une vraie scène d'influence. Déjà, on était le pays l'un des plus faibles compte tenu de sa forte représentation au Parlement européen. Là, je peux vous dire que ça décroît encore. Et donc, le problème, c'est pas seulement la quantité dans les différents groupes, c'est la qualité des gens. Et cette qualité, non. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de gens bien. Les Allemands sont très forts. On ne l'a pas, et c'est ça qui fait toute la différence. Il est temps de rappeler un certain nombre de résultats. Et notamment ceux en France où le Rassemblement national de Marine Le Pen arrive en première position. La liste conduite par Jordan Bardella recueille 23,3%, 23,4% selon les derniers chiffres, et obtient donc de 22 à 24 sièges. Deuxième position pour le parti présidentiel. La République En Marche avec le MoDem, 22,4. Cela correspond à 22 sièges.
Ariège. Enfin, la 3e place pour Europe Écologie, les Verts, Yannick Jadot, qui l'a dit, hein, nous sommes aujourd'hui la 3e force du pays, première force à gauche, c'est certain. Vous avez découvert rapidement le score des Républicains à 8,7 en net recul par rapport au score de l'UMP en 2014. Enfin, on tourne la page pour découvrir le score de Debout la France, emmené par Nicolas Dupont-Aignan, et celui notamment de l'UDI, hein, qui est en dessous de la barre des 3%, comme le PCF, comme le Parti animaliste ou encore Lutte ouvrière. Ces partis en dessous de 3% ne seront pas remboursés dans leurs frais de campagne. Tous les partis au-dessus de 5% seront, eux, présents à Bruxelles pendant les 5 prochaines années. Nous partons au Rassemblement national rejoindre notre envoyé spécial Clovis Casali. La fête se termine tranquillement au Rassemblement national. Lendemain de fête, il faudra recomposer ce grand groupe de l'Alliance. Marine Le Pen n'est pas véritablement en pole position parce que on vient de le dire, c'est un certain Matteo Salvini qui rafle la mise. Elle aura beaucoup plus de sièges que lui dans le futur grand groupe, dans le futur grand groupe. Donc, et en plus, il est au pouvoir. Il y a une certaine jalousie quand même qu'on pourrait sentir percer. Ce soir, évidemment, c'est plus les résultats côté français hein, qui interpellent. Les négociations s'annoncent serrées avec Matteo Salvini et dans l'entourage de Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national. Eh bien, on se montre quand même confiant. Cet entourage qui nous a confié que Marine Le Pen allait rencontrer le ministre de l'Intérieur italien dans les tout prochains jours. Mais ici, pour l'instant, les militants du Rassemblement national veulent célébrer, veulent fêter ce résultat. Le champagne a coulé à flot, je peux vous le dire. Et ils ont terminé en tête, bien évidemment. Premier parti de France, c'est ce qu'ils ne cessent de répéter lors de ce scrutin européen. Donc des militants très heureux. Jordan Bardella, lui, a déclaré que c'était un échec pour le président Macron. Et dans son discours, lui et les autres cadres du parti n'ont cessé de dire que c'était un fort désaveu pour Emmanuel Macron. Ils ont vraiment présenté cette victoire comme la victoire du Rassemblement national contre le président Macron. Ils ont finalement assez peu parlé de ces européennes, du destin du parti au Parlement européen. Quand on leur a posé quelques questions, ils nous ont dit ils n'étaient pas dupes. L'entourage de Marine Le Pen sait que ça va être très compliqué de convaincre de nombreux alliés, de nombreux partisans, de nombreux partis européens de venir les retrouver, notamment Viktor Orban, puissant en Hongrie, ou le PiS, le parti polonais, des mouvements qui trouvent que le Rassemblement national est trop proche de la Russie. Le Rassemblement national n'a pas encore effectué sa mue, sa dédiabolisation est encore perçue comme trop extrême par de nombreux mouvements et partis européens. Donc la tâche s'annonce serrée pour Marine Le Pen. Alors précisément, puisqu'on parlait de cette double tournée des capitales entre un certain Matteo Salvini et d'un autre côté Marine Le Pen, on part en direction de l'Italie où nous attend Natalia Mendoza, parce que les urnes viennent de fermer, Natalia, aujourd'hui en Italie. On connaît davantage les scores, en particulier de la Ligue qui se place très devant qui d'ailleurs on ne le sait pas, et puis surtout avec quel score? Effectivement, les tout derniers sondages de sortie des urnes viennent d'être publiés. On a donc une première photographie indicative du vote des Italiens aujourd'hui. Le premier constat, c'est l'affluence. Elle est à 54,47%. C'est en baisse par rapport aux dernières élections européennes, mais c'est supérieur à la moyenne européenne aujourd'hui. Concernant les différentes forces politiques, donc vous l'avez dit, c'est la Ligue d'extrême droite, ce parti d'extrême droite nationaliste qui mène la course avec une fourchette de consensus entre le 27 et 31%. C'est un bond spectaculaire pour le parti de Matteo Salvini. Il faut rappeler que lors des dernières élections européennes en 2014, la Ligue avait fait 6% des suffrages. Il gagne donc presque plus du double de son consensus d'il y a 5 ans quant au parti associé à la Ligue dans la coalition de gouvernement, le mouvement contestataire 5 étoiles. Il est crédité de 20 à 23% des suffrages au coude à coude avec le Parti démocrate de centre-gauche, la principale force européiste du pays. Le Parti démocrate qui est crédité entre 21,5 et 24,5 du consensus national. Le Parti démocrate au-dessus de 20% sauve les meubles, mais ça reste quand même assez décevant si on pense aux 40% que ce parti
avait remporté lors des dernières élections européennes. Enfin, le centre droit Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi, crédité entre 9 et 11% des suffrages. On voit que l'inexorable déclin de Silvio Berlusconi, 82 ans, entraîne ce parti qui perd du consensus. Pour l'instant, évidemment, tout cela, ce sont des données partielles. Le dépouillement vient de commencer. La nuit est encore longue et il faudra attendre au moins demain midi pour des résultats définitifs. Alors, quelques nouveaux résultats d'ailleurs dans la foulée, puisque c'est vrai que là, tous les bureaux de vote sont en train de clore en même temps. Une projection du futur Parlement européen qui, pour la première fois, s'appuie sur des résultats partiels, officiels et non plus des estimations. Vous découvrez donc ce camembert qui pourrait donc représenter les 5 prochaines années à Bruxelles, et le Parti populaire européen gagne un siège par rapport à notre dernière estimation, 178 sièges. Cela fait quand même un recul de 43 sièges par rapport à la dernière mandature. Le score des sociodémocrates ne bouge pas à 147 sièges, tout comme les Verts qui font une belle percée à l'occasion de ces élections européennes, plus 20 sièges, notamment grâce à la Belgique, l'Allemagne et la France, où ils font un score très très bon ce soir. 4e place donc pour les Verts. On scrutera bien sûr de près l'Europe des nations et des libertés de Matteo Salvini. On en a beaucoup parlé puisque plusieurs partis pourraient ou devraient le rejoindre dans les tout prochains jours. Il pourrait donc devenir la 3e ou 4e force du Parlement européen, le groupe de Matteo Salvini. Faut-il le craindre d'ailleurs, Pierre Vimont? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait produire véritablement un choc? Est-ce que vous croyez d'ailleurs, beaucoup d'invités nous ont dit, ils sont incapables de se mettre d'accord, ils n'ont qu'un point commun, c'est leur détestation de la migration, mais ça ne suffit pas. Et peut-être que si, finalement. C'est-à-dire qu'il y a une longue histoire au Parlement européen des partis à droite, disons, populistes ou nationalistes, et leur difficulté à se mettre ensemble. On ne parle pas du tout, par exemple, actuellement du parti de M. Farage, qui va être un parti transitoire, mais qui va sans doute avoir un très bon score et qui, pendant une certaine période, va être là au Parlement européen, avec éventuellement son mot à dire dans la décision pour la nomination du président de la Commission européenne. Si la date du 31 octobre est tenue, il sera quand même encore là jusqu'au 31 octobre. On ne parle pas beaucoup des conservateurs britanniques qui forment aussi un parti très important aussi, dans lequel se retrouve d'ailleurs le PiS de la Pologne pour le moment. Où va aller ce parti polonais une fois que les conservateurs partiront? Où va aller M. Orban qui pour le moment est encore, même s'il est suspendu, est encore au groupe PPE, mais cherche à voir où son influence peut être la plus forte. Donc tout ça est en mouvance et va changer, va bouger, comme le disait Guillaume Clossat, et ça va être très intéressant. Mais si tous ces pôles négatifs, je dirais, finalement se regroupent pour former le 3e ou le 4e groupe du Parlement européen, oui, ce sera très difficile. Ça imposera, ça donnera une responsabilité supplémentaire aux autres grands groupes, pas simplement le PPE et les socialistes, mais aussi les libéraux avec le parti d'Emmanuel Macron et les Verts. Ça les obligera à travailler ensemble et probablement à former une vraie coalition avec un vrai programme dont ils commencent déjà à parler, comme on le fait en Allemagne ou aux Pays-Bas quand on a une coalition de ce type. Et donc, ça va les obliger à se donner une discipline que pour le moment, ils n'avaient pas. Alors Gauthier Rybinski, si on regarde ce pays, l'Italie, il est véritablement le trouble fait depuis cette nouvelle coalition entre la Ligue et 5 étoiles. Il met toute l'Europe un petit peu dans son propre agenda. On a vu Matteo Salvini rejeter de ses côtes les migrants, bateau après bateau. Et puis on a vu même Luigi Di Maio essayer d'aller à la rencontre des Gilets jaunes pour marquer des points contre un certain Emmanuel Macron. Alors, cette Italie, est-ce que vous pensez que cette expérience peut faire véritablement école? Où est-ce qu'on en est de ce modèle italien? On voit que dans les sondages, la Ligue, en effet, a tiré les bénéfices et les marrons du feu. Il y a incontestablement dans le phénomène Salvini quelque chose qui est de l'ordre aussi de la théâtralisation. Indépendamment de ce que le ministre en tant que tel, via son gouvernement, peut imprimer dans la politique italienne du quotidien, cette façon de prendre en compte, je ne dis pas en otage, mais pourquoi pas, l'extrême droite européenne est quelque chose qui est valorisant, extrêmement valorisant pour Salvini lui-même auprès de ses électeurs. Qui est un effet boule de neige à l'issue de cela,
pour survaloriser les listes. On a dit tout à l'heure que Luigi Di Maio, la liste 5 étoiles était aux alentours de 20%. C'est à vérifier, mais c'est intéressant de voir le recul enregistré par rapport à Salvini et la Ligue. Là où il y a quelque chose qui me semble capital et qui est mené par Salvini, c'est la captation d'un discours de type rebelle, de type révolutionnaire, et qui est quelque chose que vous retrouvez dans l'ensemble de l'extrême droite, celle qui s'exprime comme telle, pas les nationaux conservateurs, c'est vrai, mais dans le Front National, quand vous avez le Rassemblement National, pardon, quand vous avez des vocables comme ceux de rébellion, comme ceux de réinformation, comme ceux de véritable révolution, et Salvini est à la pointe de ce combat pour le langage. Accessoirement, je pense que, comme disait, pour rejoindre ce que disait M. Clossa tout à l'heure, je pense qu'il y a là l'effet aussi de ce que vous avez décrit comme, au fond, une désertification des experts dans le monde de l'Union européenne, parce qu'il y a ce primat et cette exigence stupide d'une forme de jeunisme, d'une forme de dégagisme qui emploie le langage qui est celui de Salvini, qui est peut-être aussi celui de Marine Le Pen. Et de ce fait-là, le manque se fait sentir parce que du coup, comme le là est donné en quelque sorte par des personnages comme Salvini, il y a finalement, on court après, on se dit tiens, il faudrait aussi faire acte de jeunisme, il faudrait aussi se ranger dans un combat dont le là et dont le langage est donné par ces organisations, et c'est là que quelque chose... C'est là la victoire du populisme. Tout à fait. Parce que la victoire du populisme, c'est la faiblesse... c'est l'absence de personnalité d'experts dans les listes. Et c'est là qu'on voit qu'ils ont une influence qui est considérable. Et le principal dérèglement du Parlement européen, ça sera ça. C'est-à-dire que le Parlement européen fonctionnait avec des gens qui avaient à la fois une capacité de rassemblement, une compréhension des enjeux et une certaine expertise. Et on voit que dans les listes même des partis modérés, ils disparaissent. Et c'est là que l'esprit européen est mis en danger. Voilà, on part au Parlement européen rejoindre Alix Le Bourdon dans cette soirée pleine de surprises. Alix, où finalement le Parlement européen, vous avez le sentiment qu'il est plutôt réjoui par ces élections. Comment c'est finalement reçu à Bruxelles ces résultats qui tombent un peu en vrac? Quelle est l'atmosphère en quelque sorte dans ces couloirs? Un certain soulagement ou la crainte justement d'un blocage, et pas seulement d'ailleurs au Parlement, parce qu'il y a toutes les autres institutions. Il va falloir nommer de nouveaux commissaires avec des gouvernements dont on dit qu'ils sont populistes. Enfin, un certain nombre de dangers encore sur la route et la crainte peut-être d'un freinage ou d'un blocage. En effet, on sent ici à Bruxelles une certaine tension juste après ces élections européennes, car va s'ouvrir dès ce soir une séquence politique particulièrement intense qui justement va amener à la nomination du futur président de la Commission européenne. Je vous rappelle qu'en 2014, Jean-Claude Juncker avait obtenu le poste car il était la tête de liste du parti qui était arrivé en tête dans l'hémicycle européen, le PPE, le Parti populaire européen. Alors, cette fois-ci, c'est encore le cas. C'est le PPE qui arrive en tête, mais il va sans doute avoir du mal à imposer son candidat, Manfred Weber, car le PPE, cette fois-ci, n'obtient qu'à peu près 180 sièges sur les 751. Alors, face à ça, évidemment, la gauche rêve déjà d'une alliance avec les libéraux du centre et avec les écologistes, ce qui ferait perdre finalement à la droite son statut de parti complètement incontournable dans l'hémicycle européen. Mais on parle d'une alliance finalement inédite qui pourrait prendre un peu de temps. Et puis, sans compter sur le fait que le PPE est moins fort cette fois-ci au Conseil qu'en 2014, car il y a seulement 9 chefs d'État qui en font partie aujourd'hui. Des chefs d'État qui, comme vous le savez, vont se réunir mardi pour justement parler de ces nominations particulièrement stratégiques. Alors, l'objectif mardi ne sera pas de décider qui sera le futur président de la Commission européenne, mais peut-être de trouver un nom qui pourrait à la fois avoir le soutien des chefs d'État et obtenir la majorité au sein du Parlement européen. Sauf que le nom, en général, ça met très très longtemps et on en sort d'un chapeau, pas toujours le bon, Guillaume, on a l'habitude. Peut-être un rappel des résultats en Allemagne, parce qu'on va faire justement un focus sur cette Allemagne, où tout ne s'est pas passé comme prévu
du côté de l'AfD en particulier. L'Allemagne, Caroline, où 96 sièges étaient en jeu. C'est le pays qui a le plus d'eurodéputés à Bruxelles. Et cette question, les chrétiens démocrates d'Angela Merkel remportent-ils le scrutin? La réponse est oui. Première place pour les conservateurs de la CDU et leurs alliés bavarois de la CSU. Un score de 28%, mais c'est un score en trompe-l'œil puisque c'est le plus bas historique du parti aux élections européennes. Un recul sans précédent qui profite aux Verts, les grands vainqueurs de ce scrutin en Allemagne. Jamais il n'avait été aussi haut, une percée historique avec environ 22% des suffrages. Troisième place pour le SPD. Le Parti social-démocrate s'effondre avec seulement 15,5% des voix. Il est talonné de près par Die Linke, le parti de gauche, quatrième aux alentours de 12%. Enfin, un mot sur le score de l'AfD, le parti d'extrême droite. Il est seulement cinquième, juste au-dessus de la barre des 10% et sera donc présent à Bruxelles. Alors justement, on part en direction de Berlin, retrouver Anne Maillet plus exactement, pour commenter ce petit score de l'AfD qu'on attendait un petit peu plus haut, Anne Maillet. Et j'ai l'impression quand même qu'il y a eu peut-être un effet de ce qui se passe dans le pays d'à côté, à savoir l'Autriche, ce grand scandale autour justement d'une vidéo avec le vice-chancelier autrichien qui, en quelque sorte, voulait dépecer les intérêts allemands au profit de la Russie, pourvu qu'on lui promette un certain nombre de choses, et notamment la maîtrise de sa presse. Est-ce que ça a eu un impact et sur l'Allemagne, et puis pas tellement sur l'Autriche, enfin moins qu'attendu, mais en tout cas ça a eu un impact négatif sur les populistes? Oui, très clairement, le parti d'extrême droite allemand, l'AfD, réalise certes un meilleur score qu'aux dernières européennes, mais il est en dessous de son résultat des élections législatives. C'est certainement dû au fait, tout d'abord, que la campagne pour les européennes en Allemagne s'est surtout concentrée sur les questions environnementales et écologiques. La question de l'immigration est vraiment passée à l'arrière-plan ces derniers mois, donc ça a fait effectivement du tort à l'AfD. Et puis, effectivement, les dirigeants de l'AfD et le chef de file de l'AfD sur cette liste européenne, Jörg Meuthen, ont déclaré ce soir qu'il y avait certainement eu effectivement un effet FPE. Vous le savez, l'AfD a toujours été très proche du FPE, du parti d'extrême droite autrichien. C'est souvent mis en avant aux côtés de Hans-Christian Strache, l'ex-chef du FPE et l'ex-vice-chancelier autrichien. Et donc il y a certainement eu aussi un effet ricochet sur l'AfD. De nombreux électeurs de l'AfD se sont dit qu'effectivement, au vu de ce qui se passait en Autriche, ce n'était peut-être pas une très bonne idée de voter pour l'AfD ici en Allemagne. Donc le résultat est en dessous des attentes effectivement des dirigeants de l'AfD, mais tout de même il faut préciser que dans deux régions, en Saxe et dans le Brandebourg, dans l'ex-Allemagne de l'Est, l'AfD se place là en première position. Ces deux régions sont des fiefs de l'AfD depuis environ 2 ans. Voilà, Gauthier Rybinski. Juste un petit ajout à ce que vient de dire Anne Maillet. On a un exemple quand même en Allemagne qui est édifiant, qui est un exemple de résistance et de politisation civique du débat. Je veux dire par là que face à la montée de l'AfD qu'on a connue ces dernières années, et notamment dans l'élection fédérale de 2017, eh bien, il y a eu tout un pan de la société, que ce soit sur les questions d'environnement, aussi sur ceux de la migration, même si justement on voit qu'elle a été mise plutôt reléguée au second plan. Il y a dans le monde intellectuel, dans le monde de l'enseignement, dans le monde culturel, une mobilisation contre les causes et contre les mécanismes de raisonnement de ce qu'est l'extrême droite. Et là, vous avez en Allemagne manifestement quelque chose qui s'apparente à une forme de résistance au plus large sens du terme, qui est quelque chose que l'on ne connaît pas ailleurs, ou pas du moins dans une ampleur telle, et qui porte ses fruits parce qu'il n'y a pas de renoncement de la part de la population à une forme de fatalité qui serait incarnée par la progression d'une extrême droite. Bien sûr, vous me direz, cela est en rapport avec l'histoire, mais savoir que la population allemande réagit encore de cette manière-là aujourd'hui, en 2019, n'est pas complètement superflu. On revient quelques minutes en France, ça va vous intéresser pour renouer ce débat, parce que la France quand même est regardée
regardé aussi beaucoup à l'étranger. Vous êtes regardé en ce moment pour ces résultats français qui étaient attendus pas seulement dans l'Hexagone. Ça donne quoi à cette heure? On a des résultats beaucoup plus précis, j'imagine. Des résultats partiels, Caroline, tout à fait, non plus des estimations. Vous allez les découvrir à l'antenne. Les chiffres, évidemment, ne changent pas beaucoup. Le Rassemblement national est en tête, 23,4%. C'est un point de plus que la liste emmenée par Nathalie Loiseau pour La République En Marche, le parti présidentiel et le MoDem. Percé des Verts, on l'a dit, troisième force du pays lors de ces élections européennes. Yannick Jadot, qu'on a entendu tout à l'heure en direct sur France 24, s'en est bien sûr félicité. Les Républicains sortent du podium. Ils étaient deuxième en 2014. Ils sont désormais quatrième, 8,2%. Voilà donc pour ces premiers chiffres. Vous découvrez maintenant la projection en sièges. 23 à 25 pour le Rassemblement national, 22 à 24 pour La République En Marche. C'est le même score, non, 12 à 14, pardonnez-moi, pour Europe Écologie Les Verts. Les Républicains chutent entre 8 et 9. Enfin, le Parti Socialiste et la France Insoumise font exactement le même score ce soir, 6,6%, ce qui représente 6 à 7 sièges. Je vous invite à regarder les réactions de tous leurs leaders. On les commente juste après. C'est une satisfaction immense pour tous ceux qui n'ont jamais douté, pour tous ceux qui se sont battus et n'ont jamais cessé de croire en la France. Cette mobilisation, inédite dans une élection européenne depuis plus de 25 ans, témoigne d'un sursaut populaire contre le pouvoir en place qui subit ce soir un véritable échec. Nous ne sommes pas arrivés en tête et nous le regrettons. Pour nous, le combat n'est pas terminé. Nous le mènerons au Parlement européen pour empêcher les nationalistes d'affaiblir la France et de bloquer les progrès que les Français attendent. Nous sommes ce soir la troisième force politique en France. Probablement avec des scores identiques, voire parfois supérieurs, en Allemagne, en Belgique et ailleurs. C'est donc bien une vague verte européenne dont nous sommes les acteurs ce soir. Emmanuel Macron a fait un choix lourd de conséquences en réduisant le débat européen à une croisade contre Marine Le Pen, pleine d'arrière-pensée. Ce qui n'a abouti qu'à une seule chose, faire progresser les extrêmes. Bien sûr, les résultats de la France insoumise sont décevants, compte tenu de nos espérances et efforts que nous avons déployés dans cette campagne. Mais cette campagne porte néanmoins certaines perspectives d'espoir. Elle confirme que la France insoumise, mouvement qui n'a pas 3 ans, s'est ancré dans le paysage politique. Si on additionne toutes les forces qui se sont éparpillées, qui représentaient la gauche dans ces élections, ça fait un score qui peut être une alternative à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen. Le problème, c'est cet éparpillement. Et donc, dès demain, nous allons reprendre notre bâton de pèlerin. Alors, Robert Franck, quelle image on donne justement de cette France à l'issue de ces élections européennes ? Je crois qu'il y a un peu cet étonnement et la France n'est pas seule. Je crois qu'il faut voir que l'Europe est en pleine mutation politique. Il y a d'une part les pays où les partis traditionnels volent en éclats. Ça a été le cas d'abord de l'Italie, qui a donné l'exemple, il y a pas mal d'années. Maintenant, la France depuis 2017, Rassemblement national et En Marche en tête, et non plus la droite traditionnelle et la gauche traditionnelle. C'est ce qui est en train de se passer en Grande-Bretagne également. Les deux partis dominants sont visiblement en déclin par rapport à Farage et par rapport aux... Et les conservateurs à terre comme jamais, apparemment. C'est ça. En revanche, en Allemagne, ça tient le coup. En gros, même si les deux grands partis diminuent, il reste malgré tout les deux grands partis. C'est un plus bas historique pour la CSU et la CSU. Et le Parlement européen reflète ça. C'est-à-dire que le PPE et le PSE restent en tête, malgré tout, je dirais grâce à des pays comme l'Allemagne où tout n'a pas volé en éclats. Mais évidemment, il diminue. Et il diminue pourquoi ? Parce que dans d'autres pays, tout a volé en éclats. Et effectivement, ce sont les autres qui ont demandé. On reste quand même sur cette idée qu'il n'y a pas eu d'union de la gauche, d'une part, mais une désunion et donc une recomposition aussi à gauche. Et puis, effectivement, cette force, La République En Marche, qui s'ancre dans le paysage. Certes, mais si on fait une comparaison avec les élections européennes de 2009, où Sarkozy avait été très pro-européen, on voit que une position très pro-européenne du président, normalement, profite à tous les partis très pro-européens. Et quand on fait la somme des 4 partis en 2009, on est à 75% des voix. Aujourd'hui, on est à 45%, c'est-à-dire qu'on a perdu 30 points.
Mais donc, attention, les effets de la crise de 2008, quand même, sont beaucoup plus forts après 2009 que 2009. Oui, mais les effets de la crise de 2008... Oui, mais justement, c'est-à-dire qu'on aurait pu penser justement, à cause des effets de la crise de 2008, que l'idée européenne s'effondre. Elle s'était effondrée en 2005, après référendum. Et Sarkozy avait mis 2 ans avant de reconquérir l'opinion publique. Et donc, on passait de 44, 45 à 75%. Donc vous voyez, on ne peut pas non plus... Ça ne savez pas comment on compte, parce qu'il ne faut pas compter par rapport au référendum. C'était sur une question précise. Ce que je dis, ceux qui ont voté non au référendum 2005 n'étaient pas forcément... Mais justement, là, le comptage que je fais, c'est les 4 grands partis en 2009 et les 4 grands partis aujourd'hui. Parce qu'il y avait le MoDem qui correspondait au parti centriste, qui est toujours là finalement avec La République En Marche. Vous faites le compte, on est 45 contre 75. Ça veut dire quand même quelque chose. Oui, et secondo, le grand combat d'Emmanuel Macron, j'étais au Louvre le 7 mai 2009, il a dit « Mon combat, c'est que jamais cet affrontement entre l'extrême et un parti modéré ne se reproduise. » Et cet affrontement a eu lieu. Et donc le sujet que moi je me pose, c'est la responsabilité de tous les partis, parce que pour empêcher ça, la démocratie, c'est la possibilité d'avoir plusieurs alternatives modérées. Manifestement, tout le monde est responsable, et c'est pas seulement la République En Marche, on ne peut pas dire que c'est la faute du président de la République, c'est que les autres partis n'ont pas fait ce qu'il fallait. Et en particulier, on le disait, il y a eu cette déficience d'union de la gauche, et puis un parti socialiste très affaibli. On part dans sa direction, au QG du Parti socialiste et de Place Publique, rejoindre Anaïs Guérard. Bonjour Anaïs. Alors aujourd'hui, effectivement, on a passé la barre des 5%. C'est un soulagement pour ce parti de ne pas être exclu pour une première fois de son histoire. Ce serait la première fois, en effet, du Parlement européen, mais bien d'y siéger à hauteur de 6 ou 7 eurodéputés. Mais en revanche, on peut aussi regarder du côté du groupe qui n'a pas à rougir de sa performance, parce que M. Timmermans a des troupes qui se tiennent aussi, et une social-démocratie qui n'est pas tout à fait morte. Oui, bonjour Caroline. Alors ici à la Bellevilloise, ce soir, j'ai beaucoup entendu scander « on vote à gauche » et pourtant au niveau du Parlement européen, il y aura 2 fois moins de socialistes français présents qu'en 2014. Donc du côté des militants, pourtant, on se réjouissait ce soir puisque c'était mieux que ce que les sondages annonçaient. Et surtout, j'ai croisé des militants qui attendent beaucoup des alliances avec les Verts notamment et du travail au niveau européen avec les autres partis de gauche, avec les partis de gauche espagnols, les partis de gauche portugais. En revanche, là où il y avait beaucoup moins d'enthousiasme, c'est du côté des élus. Raphaël Glucksmann disait tout à l'heure, c'est une catastrophe pour la gauche. Éric Andrieux, qui est le numéro 3 de cette liste PS Place Publique, répondait timidement « ça va mieux » à l'annonce des résultats aux militants qui le félicitaient. Il me confiait également qu'au niveau européen, il était un peu inquiet de la place de la délégation française socialiste au sein de ce grand groupe des socialistes et démocrates. Il se rassurait quelque peu paradoxalement du mauvais score des socialistes allemands, le SPD, qui pourrait donner, selon lui, une place charnière donc à cette délégation française au sein de ce très grand groupe socialiste et démocrate au Parlement européen. Et puisque j'ai beaucoup entendu dans la bouche de tous les élus PS et Place Publique ce soir, ce sont une accusation envers le duel provoqué selon eux par Emmanuel Macron, progressiste populiste, qui aurait donné des places au Rassemblement national, des places d'eurodéputés que la gauche aurait souhaité. En tout cas, donc c'est une satisfaction au goût un peu amer ce soir ici, et on attend beaucoup à l'avenir des alliances avec les Verts et du travail au sein de la gauche européenne. Alors Pierre Vimont, pourquoi est-ce que finalement la crise économique a mis ainsi en difficulté la social-démocratie en particulier? Il a fallu se déterminer. C'était peut-être ça a peut-être précédé finalement la crise économique. C'était peut-être cette idée de la troisième voie qui a obligé la gauche à finalement remettre les compteurs à zéro et à finalement choisir entre une gauche très gauche et une gauche centriste. On a beaucoup dit, et je crois que c'est vrai, qu'en partie les idées défendues par la gauche de gouvernement, le welfare state, l'État-protection, le rôle de l'État dans l'économie, etc., avaient montré ses limites avec la globalisation et que c'était ça qui était sanctionné aujourd'hui. Mais je trouve qu'il faut encore une fois faire un tout petit peu attention quand on fait ce genre de commentaires par rapport à une situation politique que je trouve beaucoup plus complexe et beaucoup plus diversifiée qu'on ne le pense. Je veux dire,
La gauche a réussi aux Pays-Bas, la gauche socialiste a plutôt gagné aux Pays-Bas, elle gagne au Portugal, elle gagne en Espagne, et je trouve que ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Les chrétiens démocrates ne font pas un très bon score 28%. En Allemagne, mais ils sont le premier parti en Grèce. Et le chancelier autrichien fait son meilleur score. Donc vous voyez bien que la situation est beaucoup plus contrastée qu'on ne le dit, ce qui explique qu'au fond, les gens sont un peu préoccupés par cette situation et ont du mal. Votre reporter au Parlement européen disait bien qu'actuellement, c'était un peu l'embarras au Parlement européen pour comprendre ce qui se passait. La seule chose qu'on peut dire quand on fait le total des voix, c'est que les deux grands partis sont ceux qui ont perdu. Et ce qui va être très intéressant, c'est que c'est en même temps ceux qui veulent essayer de mener le jeu dans les prochaines semaines pour la nomination du président ou des prochains présidents. Et on voit bien que leur influence et leur autorité va être contestée par ces nouveaux partis qui émergent. Et que c'est ça qui va être le débat politique difficile au sein du Parlement européen, ce qui d'ailleurs va poser un problème au Conseil européen et aux États membres qui vont être obligés d'une manière ou d'une autre de prendre leurs responsabilités aussi. On reste à gauche. On va au QG cette fois-ci de la France insoumise. Grosse déception, Karina Chabour, grosse déception. Et en même temps, une gauche unitaire européenne qui se posait des vraies questions sur la formation de ce groupe, tout simplement parce qu'un certain Mélenchon n'était pas tout à fait d'accord que Alexis Tsipras devait faire partie de cette gauche radicale. Il y avait aussi beaucoup d'ambiguïté sur ce futur groupe. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est à la fois la déception nationale et la difficulté de recomposition d'un groupe de gauche unitaire. Une double difficulté, effectivement, des tensions au sein de ce groupe et avec Alexis Tsipras, depuis que ce dernier avait signé le mémorandum européen qui signé d'une certaine façon, en tout cas aux yeux de Jean-Luc Mélenchon, l'acte de mort d'une gauche radicale grecque sur laquelle il avait beaucoup misé, qu'il avait beaucoup cru un temps. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est la déception et effectivement cette grande fédération populaire appelée de ses voeux par Jean-Luc Mélenchon n'est pas à l'ordre du jour. Il va falloir recomposer. On est loin du résultat escompté malgré une longue campagne. On voit encore quelques militants rassemblés derrière moi et qui ont arpenté le terrain en France pendant 6 mois. Et effectivement, l'énergie de la tête de liste Manon Aubry n'y aura rien fait. C'est bien le Rassemblement national qui arrive en tête et c'est bien une abstention très forte marquée dans le camp de la France insoumise au sein de cet électorat populaire qu'elle n'a pas su mobiliser. Ce jeune parti qui se dit également victime d'un match médiatique entre le Rassemblement national et La République en marche. Vous savez, ce soir, l'heure n'est finalement pas encore à l'autocritique d'une stratégie qui n'aurait pas marché ou d'un mode de fonctionnement interne. On est plus à mettre en avant la seule note positive de cette soirée, à savoir le fait que le jeune parti comptera désormais avec 6 voire 7 eurodéputés contre 2 auparavant. Alors effectivement, son poids politique sera sans doute un petit peu plus important au sein du Parlement européen, mais il sera très difficile pour la France insoumise de se positionner en leader de cette gauche unitaire européenne. Je vois que ça vous fait réagir, Robert Frank. Pourquoi? Alors, les leçons européennes ou les leçons nationales à cette gauche radicale? Si on compare les deux populismes, les populistes de droite ont progressé, ils ont un problème, ils sont divisés. Mais les populistes de gauche aussi, bon, eux, ils sont moins puissants. Et en particulier, je dirais, Mélenchon et France Insoumise sont un petit peu isolés dans cette gauche radicale. C'est incroyable comment la Grèce a souffert de sa crise. Quelles ont été les sanctions, enfin pas les sanctions, mais les conditions imposées par l'Europe. Et malgré tout, la Grèce a tenu, et en plus tenu par l'extrême gauche. Ce qui veut dire que l'extrême gauche grecque, comme d'ailleurs l'extrême gauche espagnole, elle tient à l'Europe. Elle ne veut pas sortir de l'Europe. Et Mélenchon n'est pas... Mélenchon dit que du coup, ils n'en font plus partie. Oui, d'accord. Mais ce qui montre... Mais d'où son erreur? Et d'où ce plafond de verre qui sera encore plus fort pour lui, c'est qu'il sous-estime l'identité européenne. Je crois que c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas parce que le populisme et les eurosceptiques progressent que l'identité européenne diminue. Un sondage de baromètre a montré au contraire, ou peut-être pas trop en France mais ailleurs, qu'elle augmente. Et
d'une certaine manière, on a le même phénomène en Grande-Bretagne. Paradoxalement, il y a le Brexit d'un côté et il y a une identité européenne qui augmente. Moi, il y a une chose qui m'a frappé en Grande-Bretagne, c'est un événement historique. C'est le samedi de fin avril. Pour la première fois en Europe, on a eu une manifestation monstre en faveur de l'Europe, avec des drapeaux européens, un océan de drapeaux européens. On n'a jamais vu ça en Europe. Et donc, c'est dans un des pays les plus eurosceptiques qu'on a eu, je dirais, cette résurgence de l'identité européenne. En d'autres termes, quand on risque de perdre l'Europe, c'était le cas de la Grèce. Ils l'ont presque perdu, hein, si je puis me permettre, les Britanniques. Là, ils sont pas loin de l'avoir perdu. Oui, mais Gauthier Rybinski, vous vouliez réagir, je vois. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Parce que le Brexit, c'est pas seulement 30 octobre que ça va se jouer. 31. Quoi qu'il arrive le 31 octobre, il y aura un retour de bâton. Ça fait 3 siècles que les Britanniques changent de cap. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans le livre. Et ça va continuer. Alors, raison de plus pour ne pas se soulager lâchement d'une victoire ou d'un bon résultat relatif. Je trouve que l'attitude, par exemple, de La République En Marche est assez sidérante ce soir, puisqu'on a, malgré ce résultat qui est tout de même en plus qu'en demi-teinte, l'idée que finalement on va pouvoir se refaire une jeunesse à l'intérieur d'un groupe libéral qui est en devenir et qu'on va peser de la sorte sur les décisions pour l'élection du président de la Communauté européenne. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui, là, est de nature à hérisser le poil de ceux qui sont justement dans le vote populiste ou dans la contestation de type radical, parce que précisément l'opacité du système européen fait que on va penser, et pourquoi pas, qu'on se repasse les plats, les postes de telle ou telle manière. Et là, je crois que pour tous ceux qui veulent défendre cet esprit européen, il y a un travail énorme de pédagogie pour expliquer, par exemple, que tel choix de président de la communauté européenne, de la Commission européenne, n'est pas anodin par rapport à tel ou tel ou autre choix. Et que donc ce n'est pas qu'une question de personne. Écoutons quand même sur les résultats de ce soir Nathalie Loiseau, qui était, je le rappelle, la tête de liste de La République En Marche, avec ce jugement en demi-teinte. On l'écoute. Nous ne sommes pas arrivés en tête et nous le regrettons. Pour nous, le combat n'est pas terminé. Nous le mènerons au Parlement européen pour empêcher les nationalistes d'affaiblir la France et de bloquer les progrès que les Français attendent. J'appelle toutes les forces européennes à s'unir pour défendre les intérêts des Européens et ne pas laisser notre maison commune livrée aux coups de boutoir de ceux qui veulent la déconstruire. Alors on repart en direction d'un dernier QG, le QG Les Républicains, avec Karim Akiki. Karim, effectivement, grosse déception d'une part pour les Républicains, mais alors peut-être aussi pour leur groupe, qui ne vont pas bénéficier de beaucoup de renforts français, beaucoup moins que ce qu'ils espéraient. Le PPE, grand parti. Beaucoup moins que ce qu'ils espéraient, oui. Oui, beaucoup moins qu'espérait le PPE. Ce ne sera pas les Républicains qui vont apporter en masse des députés. Évidemment, ici, le score a fortement déçu. La réaction est à peu près les mêmes qu'ailleurs. La faute a été rejetée sur le président de la République qui aurait polarisé le débat. En réalité, il y avait déjà des divisions à la fois au sein de ce parti républicain, notamment sur les positions qu'avait prises François-Xavier Bellamy, des positions plutôt conservatrices. Son électorat a pu être déboussolé. Et puis au niveau européen, le PPE également n'était pas d'accord. On se souvient de la position des Républicains qui avaient souhaité maintenir Viktor Orban, le populiste hongrois, au sein de ce PPE. Cette question a été une fracture à l'intérieur du PPE, une fracture qui a laissé des traces également au niveau européen, mais également au niveau national ici. Laurent Wauquiez, le patron des LR qui a pris la parole, n'a pas évoqué du tout la situation européenne, encore moins pour François-Xavier Bellamy. En tout cas, on voit bien que le PPE est amoindri par son côté français. Selon les projections, les dernières projections, ils peuvent espérer entre 6 à 7 sièges. Alors oui, c'est vrai que beaucoup d'ambiguïté. Merci Karim. Beaucoup d'ambiguïté sur la question Orban qui a véritablement scindé ce parti. Et on s'est dit finalement, il y a chez nous, parmi nous, des anti et des pro-Orban. Le garder à bord, c'est orbaniser le parti. L'exclure, c'est finalement l'éloigner. Ça a été très compliqué, y compris chez les Républicains eux-mêmes. Le sujet,
soyons francs. Le sujet, c'est que d'un côté, en effet, au niveau du PPE, il y avait un problème Orban. Au niveau de la DLE, rappelez-vous que les Finlandais libéraux, les Danois libéraux étaient alliés ou cautionnés par l'extrême droite. Au niveau des sociodémocrates, les Roumains sont comportés comme des populistes assez extrémistes. Donc tous les grands groupes avaient leur problème Orban. Et là, c'est là où il y a un problème. Sauf qu'Orban pèse plus. Alors Orban pèse plus, on en a plus parlé, mais là il y a un premier problème. Pour moi, il y a un deuxième problème. Il fallait les exclure de tous ces groupes, il fallait que ces groupes prennent leurs responsabilités. Mais bien sûr qu'il fallait que tous ces groupes prennent ensemble leurs responsabilités. Et la vérité, c'est que ça a arrangé les sociodémocrates et les libéraux et le PPE de ne pas le faire parce que on comptait plus. Et puis il y avait l'idée qu'en ne le faisant pas, ils reviendraient au bercail et on allait les tenir. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, quand même, c'est que je ne sais pas si vous vous rappelez la commission Barroso, en permanence, elle était attaquée en légitimité. Une commission illégitime, elle a été critiquée tout le temps. La commission Juncker ne l'a pas été, ou l'a été de manière très marginale pour une raison très simple, c'est que Juncker est apparu comme le résultat des urnes grâce aux Spitzenkandidaten. Et la reprise en main par le Conseil, pour moi, pose un problème, c'est que la Commission va être affaiblie, alors que finalement, elle a fait un très bon travail. Elle a assuré l'unité de l'Union face au Brexit, qui n'avait rien d'évident, face à la crise des migrants, qui n'avait rien d'évident. Elle a permis à la Grèce, grâce à l'extraordinaire travail fait par Juncker avec Tsipras, de la maintenir au cœur du système européen. Il y a eu beaucoup d'avancées et aucun des grands partis n'a, d'une manière ou d'une autre, en France, s'est appuyé sur le bilan de ce qui avait été fait ces 5 dernières années. Ceux qui l'ont fait, et notamment Timmermans aux Pays-Bas, le Premier ministre Costas ou le Premier ministre espagnol en Espagne ont gagné. Ce qui veut dire qu'il y avait un bilan, et quand on écoute les Français, il y a tout à refonder. Et ça, c'est un problème, parce que c'est pas vrai. Il y a une partie de l'Union européenne à régénérer, mais il n'y a pas tout à recommencer depuis la base. Et c'est le sentiment qu'on a quand on écoute le débat public. Merci, français. messieurs. On vient de recevoir les véritables résultats, et cette fois-ci, c'est officiel, français. Résultat partiel, précisons-le. Eh bien, évidemment, l'ordre ne bouge pas. C'est toujours le Rassemblement national de Marine Le Pen qui arrive en tête. Liste conduite par Jordan Bardella. 1 point de plus que La République En Marche, le MoDem, qui arrive donc second. 3e place sur le podium pour Europe Écologie Les Verts, qui est donc la première force à gauche ici en France. Les Républicains, qui étaient 2e en 2014, chutent très nettement, 8,2% pour la liste conduite par François-Xavier Bellamy. Enfin, les 2 autres partis qui seront bien représentés à Bruxelles, puisqu'ils sont au-dessus des 5%, c'est la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon et le Parti Socialiste, liste emmenée par Raphaël Glucksmann. Si vous deviez qualifier en un mot, dernier tour de table, ces élections européennes, un adjectif finalement, Gauthier Rybinski. La question piège à 23h56. La question piège, on va dire eau tiède. Ça fait 2 mots. Pierre Vimont. 2 mots, j'ai pas pu. Fragmentation. Un résultat certes mitigé qui va amener quelques changements parce que les 2 grands partis ne vont pas pouvoir gouverner seuls. Et peut-être que les libéraux et les Verts qui s'ajoutent peuvent peut-être faire bouger les lignes. Et là, l'élection du président de la Commission va être un grand enjeu. Et c'est dommage. C'est pas un mot, ça. Un seul mot. Sans dynamique. Sans dynamique, c'est-à-dire qu'elle... Sans dynamique. Sans dynamique, il n'y a pas de dynamique politique. Merci derrière. en tout cas, vous, d'avoir une dynamique et de nous avoir bien explicité ces élections. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez bien sûr sur France 24. La soirée électorale continue.